Et si je vous disais que faire fortune, ce n'est pas une question de chance, mais plutôt une science. Une science avec ses propres règles, ses propres lois. C'est la promesse un peu folle de Napoléon Hill dans son livre culte « Réfléchissez et devenez riche ». Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette philosophie qui a littéralement changé des millions de vies. Et pour commencer, on va plonger dans une histoire qui donne vraiment à réfléchir. Alors imaginez un peu le décor. On est en pleine fièvre de l'or. Un homme, R.U. Darby, creuse comme un forcené avec son oncle. Et là, bingo, il trouve un filon. C'est l'euphorie, il pense avoir touché le jackpot. Et puis, plus rien. Le filon s'arrête net, disparu. Il s'acharne, il creuse encore et encore, mais la frustration monte, le doute s'installe. À la fin, ils craquent. Ils abandonnent, vendent tout leur matériel pour une bouchée de pain et rentrent chez eux la queue entre les jambes. L'acheteur, lui, a une démarche différente, il est malin, il engage un ingénieur, et là, le verdict tombe. C'est brutal, le filon n'avait pas disparu, il avait juste dévié un peu. Et il se trouvait à 1 mètre, un tout petit mètre de l'endroit où les Darby avaient arrêté de creuser. Cet homme est devenu millionnaire grâce à leur abandon. Darby a peut-être perdu une fortune ce jour-là, mais il a gagné une leçon qu'il n'oubliera jamais. Son histoire, c'est l'exemple parfait du piège dans lequel la plupart d'entre nous tombons. Ce qui nous arrête, ce n'est pas un obstacle insurmontable. Non, c'est ce que Hill appelle une défaite temporaire. Et face à ça, abandonner semble être la seule option logique. Pourtant, c'est précisément à ce moment critique que tout se joue. C'est là qu'on choisit entre l'échec et le succès. Ok, alors comment on fait pour développer cette ténacité, pour ne pas lâcher l'affaire à 1 mètre du but? Pour Napoléon Hill, la réponse est limpide. Tout, absolument tout commence dans notre esprit. Chaque grande fortune, chaque invention qui a changé le monde, tout ça a démarré de la même façon, comme une simple pensée. Une petite étincelle, une idée. Mais attention, il y a une nuance capitale ici. On ne parle pas d'un simple souhait, du genre « Ah, j'aimerais bien être riche un jour ». Pas du tout. Il parle d'un désir ardent. D'une obsession presque, un objectif si clair, si précis qu'il finit par occuper toutes nos pensées et guider chacune de nos actions. C'est ça le vrai point de départ, c'est ce qui met le feu aux poudres. Pour que cette idée ne reste pas juste un joli rêve, il faut se forger un mental d'acier. Et pour ça, Hill nous donne une sorte de boîte à outils pour le cerveau, une série de disciplines pour transformer quelque chose d'immatériel, une pensée, en une réalité bien concrète. Et tout commence avec le premier outil. On en revient toujours à lui, le fameux désir ardent. C'est le carburant. Sans un but précis qui nous anime au plus profond de nous, le moindre petit obstacle va nous sembler être une montagne et on laissera tomber. Il faut savoir exactement ce qu'on veut et le vouloir avec une intensité qui éclipse tout le reste. Une fois qu'on a ce désir, il faut la foi. Alors attention, on ne parle pas de foi religieuse ici, on parle d'une certitude absolue. C'est cette capacité à se voir déjà en possession de son objectif avant même que ce soit réel. C'est une conviction si forte qu'elle agit comme un véritable antidote contre le doute et la peur, qui sont les 2 plus grands poisons de l'ambition. D'accord, mais comment on fait pour construire une foi pareille, en partant de zéro? Eh bien, la technique, c'est l'autosuccession. C'est un peu comme un pont qui va relier notre esprit conscient à cette force incroyable qu'est notre subconscient. En se répétant notre objectif encore et encore, mais avec de l'émotion, avec de la conviction, on finit par programmer notre propre esprit pour la réussite. On grave littéralement le plan dans notre disque dur interne. Et voilà, on touche au cœur du réacteur. Le subconscient, c'est comme une terre incroyablement fertile. Il ne juge pas, il fait pousser ce qu'on y plante, que les graines soient bonnes ou mauvaises. Une pensée de peur ou une pensée de confiance, pour lui, c'est la même chose. C'est donc notre croyance profonde, cette foi qu'on a cultivée, qui va lui donner la direction à suivre et le mettre au travail pour transformer nos désirs en réalité. Avoir un état d'esprit en béton, c'est essentiel, ce sont les fondations. Mais des fondations sans mur, ça ne mène pas bien loin. Il est donc temps de passer de la pensée à l'action concrète. Il faut un plan. Et pour ça, il faut développer un trait de caractère bien spécifique. Regardez bien les gens qui réussissent. Ils ont cette capacité à prendre des décisions fermes et vite, et surtout à s'y tenir. Ils ne se laissent pas manger par le doute. Et à l'opposé, vous avez ceux qui échouent. Ils passent un temps fou à hésiter, à peser le pour et le contre, et au moindre avis contraire, ils changent de cap. L'indécision, c'est un véritable tueur de projet. Et c'est là que l'imagination entre en jeu. C'est l'atelier de notre esprit. C'est là qu'on va créer les plans. Prenez l'exemple de Coca-Cola. À l'origine, ce n'était rien de plus qu'une recette secrète qui mijotait dans une vieille bouilloire. Le tout a été vendu pour 500 $. Il a fallu une imagination débordante pour voir ce que cette simple boisson pouvait devenir. L'imagination, c'est comme un muscle. Si on ne s'en sert pas, elle s'atrophie. Mais plus on la fait travailler, plus elle devient vive, puissante et capable de transformer des idées toutes simples en véritables empires. Bien, on a un désir ardent, on a la foi, on a un plan. Mais il manque encore l'ingrédient secret, le lien. L'élément qui fait la différence entre un petit feu de paille et un véritable incendie. Et cet ingrédient, c'est la persévérance. Sur ce point, Napoléon Hill est catégorique. Le manque de persévérance, ce n'est pas juste un petit défaut,
C'est la raison principale de l'échec pour l'immense majorité des gens. C'est facile de commencer un projet avec enthousiasme. Mais quand les galères arrivent, quand la fameuse défaite temporaire se pointe, c'est là que la plupart des gens jettent l'éponge, sans jamais savoir s'ils n'étaient pas eux aussi à 1 mètre de l'or. L'histoire est remplie d'exemples comme ça. Pensez à Fanny Hurst. Elle a reçu 36 lettres de refus avant qu'un éditeur accepte enfin son livre. 36. Ou bien sûr, Thomas Edison, il a dû surmonter 10 000 tentatives ratées avant de nous donner l'ampoule électrique. Pour lui, ce n'était pas 10 000 échecs, c'était 10 000 étapes nécessaires pour trouver la solution. C'est ça, la mentalité de la persévérance. J'adore cette métaphore. Elle est tellement juste. Un petit ruisseau n'a aucune chance contre un énorme rocher, si on pense en termes de force brute. Mais avec le temps, grâce à son passage constant, jour après jour, l'eau finit par polir, par user et même par percer la pierre la plus dure. Voilà la puissance de la persévérance. Ce n'est pas la force, c'est la constance. On arrive au dernier combat, le plus difficile. Et cette bataille, elle ne se joue pas contre le monde extérieur, contre la concurrence ou les circonstances. Non. Elle se déroule à l'intérieur de nous-mêmes. C'est le combat contre nos propres démons, nos peurs, nos doutes. C'est une idée qui peut absolument tout changer. La défaite, en soi, n'est pas un événement. C'est une interprétation. Elle ne devient réelle que si on décide de l'accepter comme telle. L'échec n'est pas une fatalité, c'est un choix. On peut choisir de le voir comme la fin de la route ou simplement comme une information pour mieux repartir. Il s'agit donc de renverser complètement notre façon de voir les choses. L'échec n'est plus l'opposé du succès. Il fait partie du processus. Chaque erreur devient une leçon. Chaque obstacle, une chance de devenir meilleur. Le découragement et la défaite ne sont plus des panneaux stop, mais des tremplins qui nous permettent de sauter encore plus haut, à condition de savoir s'en servir. Et voilà, la boucle est bouclée. On revient à Hervé Darby, en train de plier bagages, dépité. Son histoire, c'est un peu la nôtre. Dans nos projets, nos carrières, nos vies, on arrive tous à ce moment où le filon semble avoir disparu. Et la question que Napoléon Hill nous pose à tous, elle est simple, mais elle change tout. Et si l'or était juste là, à 1 mètre? Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour abandonner ?